Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en Pratique. Aujourd'hui c'est l'heure de notre revue de presse et dans cet épisode nous allons parler de plusieurs choses. Nous allons parler d'éolien offshore à Taïwan et plus largement d'énergie verte, un sujet crucial si le pays veut atteindre son objectif 2050 de zéro émission de carbone. Aussi nous parlerons du sujet de la préservation des arcades taïwanaises, vous savez, ces espèces d'arches dans la rue quand on marche qui nous permettent de nous abriter de la pluie ou du soleil et qui ont tendance à disparaître avec les nouvelles fermes de développement urbain. Et enfin nous allons aussi parler de transport en commun et nous terminerons comme chaque revue de presse par l'architecture du mois mais aussi par le livre du mois. On se retrouve tout de suite en fin d'émission pour ça et on commence la revue de presse. Je le disais, nous allons commencer par parler d'énergie verte à Taïwan. Et on commence avec une tribune, on va dire, d'une autrice, Angelica Hong, qui défend l'énergie verte, mais qui est aussi une grande défenseuse de l'énergie nucléaire. Elle est d'ailleurs un petit peu très active sur les réseaux sociaux pour ça et pour l'éolien offshore. Et donc dans son article publié sur Commonwealth, un magazine qui parle beaucoup de technologie, mais aussi donc de développement de l'énergie, mais aussi de questions de société, eh bien elle nous parle d'une chose sur les ingrédients manquants, selon elle, pour réussir dans l'avenir de l'éolien offshore, et donc sur le cas taïwanais. Et elle explique justement dans son article que l'avenir de l'énergie éolienne en mer à Taïwan fait face à des défis tels que la hausse des coûts qui sont influencés par les changements économiques mondiaux, mais aussi la guerre en Ukraine, et donc que l'industrie taïwanaise cherche des moyens de s'adapter par rapport à ces difficultés et donc s'intéresse à l'éolien offshore. Mais pour elle, les ingrédients qui manquent dans l'avenir de l'éolien offshore, eh bien, se trouvent confrontée à des problèmes qu'on peut trouver dans le monde entier. Elle prend notamment l'exemple de plusieurs grands projets d'éolien offshore dans le monde qui ont été annulés, notamment des projets aux États-Unis, face notamment à la flambée des coûts de ces constructions. Et donc, par exemple, elle cite le plus grand développeur éolien offshore au monde, Ørsted, qui a mis fin, par exemple, à son projet de plusieurs grands projets dans le New Jersey. Et lui, le PDG de ce groupe appelait justement à une réinitialisation des prix de l'éolien pour ces nouveaux coûts. Et donc, cette situation a aussi des effets sur Taïwan. Elle propose plusieurs pistes de solutions pour compenser un peu, on va dire, les coûts des matériaux, les coûts de la construction qui augmentent et qui vont bloquer justement ces projets éoliens offshore. Elle cite notamment l'exemple aussi dans les règles, dans les cahiers des charges pour ces constructions. Apparemment, une grande partie des composants et des éléments de ces éoliennes offshore et donc des sites d'implantation doivent être réalisés donc à Taïwan. En tout cas, c'est ce qu'elle nous explique. Et que se passer de ce Made in Taiwan, on va dire, pourrait permettre justement de réduire les coûts et pour pouvoir soutenir le développement. Là aussi, c'est toujours une question de priorité. Hein. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut rapidement avoir une transition énergétique ou est-ce qu'on veut faire une transition énergétique plus progressive, plus lente et qui aurait un autre coût environnemental mais qui aurait plutôt tendance à assurer du local, de la construction et de l'ingénierie locale. Ça, c'est un autre débat qu'on peut aussi avoir. Donc voilà, l'article, en tout cas l'édito, cet article d'opinion, on va dire, ne va pas très très loin, je vous l'avais dit au début, mais c'est intéressant aussi de voir que le Commonwealth traite souvent cette question de l'éolien offshore. Et d'ailleurs, un article un peu plus ancien, qui a plusieurs mois, s'intitulait « Pourquoi les développeurs de parcs éoliens quittent-ils Taïwan ?» Et ça, je vous invite aussi à lire si vous voulez creuser la question pour aller un peu plus loin. C'est un article plus fouillé, plus travaillé, justement, qui revient sur le fait que la poursuite du développement des parcs éoliens offshore est présentée comme cruciale dans cet article pour la transition de Taïwan, on le disait, mais qu'il va falloir un ajustement de la politique de l'énergie à Taïwan, attendu depuis longtemps, pour justement soutenir les projets et notamment encourager les banques à financer de tels projets, car justement les banques aussi, face au coût des projets, vont avoir tendance à être un petit peu frileuses et vont forcément avoir un impact sur le soutien de ces projets. Et justement, pour toujours citer cet article, près de 70% des projets de parcs éoliens offshore à Taïwan sont construits au large des côtes du comté de Changhua. Vous savez, c'est au centre du pays, à peu près sur la partie ouest. Et l'article précise aussi qu'il y a des nécessités sur les évolutions réglementaires pour soutenir ces projets-là. Par exemple, apparemment, l'article souligne que l'association, on va dire, des pêcheurs de Changhua doit donner son accord, en tout cas l'association de la pêche à Changhua doit donner son accord à tout développement de parcs éoliens offshore. Donc on peut dire que voilà, les promoteurs, eux, se sentent un peu exploités et un peu dépendants comme ça de
de cette association de la pêche qui a aussi son mot à dire. Et du coup, voilà, ça nécessite peut-être des discussions ou en tout cas des réorganisations dans la manière dont sont soutenus ou accompagnés les projets d'éolien offshore, si tant est que ce serait l'avenir de l'énergie à Taïwan. Encore, le débat est toujours ouvert, hein. On peut être pour ou contre l'éolien offshore, mais en tout cas, c'est une énergie verte qui a ses qualités. Et ça, là-dessus, il y a des choses à dire. Donc, je vous invite donc à lire ces articles de la revue Commonwealth. On va passer à un sujet récurrent dans les villes taïwanaises et qui concerne les transports et plus généralement la marche dans les villes taïwanaises. Et donc l'article, on le doit encore une fois à l'excellente revue Ison's Place qui publie généralement des articles de chercheurs, d'associations ou de militants sur les questions urbaines et architecturales à Taïwan. Et là, on est en pile dans le développement des transports à Taïwan sur la question des piétons et donc de la préservation des arcades. Alors en préambule de l'émission, je le disais, ces arcades, ce sont, vous savez, quand vous vous promenez à Taïwan, dans pas mal de villes, vous pouvez marcher abrité par les bâtiments. Vous avez le rez-de-chaussée qui est un petit peu en retrait et le premier niveau qui se trouve au-dessus de vous, ce qui est très pratique parce que ça vous permet d'être abrité du soleil ou de la pluie. Et ça, c'est une forme, un type d'architecture qui paraît peut-être plus ou moins récent, on va dire dans les 50 dernières années, alors qu'en fait ça date de plusieurs siècles. Et on va pas refaire toute l'histoire de ça, mais en gros c'est une particularité de pas mal de villes, on va dire taïwanaises, qui vient certainement de la Chine ou d'ailleurs, et qui est très pratique depuis toujours. Et donc ces espèces d'arcades ont tendance un peu à disparaître avec le développement urbain, soit parce qu'elles sont un petit peu mises de côté, un peu oubliées, ou parce qu'elles sont moins pratiques pour quand on veut maximiser les volumes. Effectivement, si on perd un petit peu de mètres carrés au rez-de-chaussée, ben, parfois c'est un peu moins pratique. Et donc tout ça disparaît. Et là, il y a beaucoup de personnes qui défendent ça pour défendre l'importance pour la marche en ville. Et donc dans cet article, on en parle, mais on va dire peut-être un petit peu indirectement. Parce que le débat est revenu au conseil municipal de Taipei, la capitale. Effectivement, il y a certaines personnes qui se plaignent des compensations, on va dire des mesures de volume des bâtiments dans la rénovation urbaine, qui ont été révisées. Alors, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, qui encourage justement cette création d'arcades. Et certains vont se plaindre de ces arcades en disant que l'espace piétonnier qui est formé par ces arcades est incohérent et plein d'obstacles, notamment parce que généralement les gens soit vont garer leurs véhicules, alors parfois des voitures carrément qui bloquent carrément le passage, ou souvent des scooters, mais aussi vous avez aussi parfois certains commerçants qui ont un peu l'impression d'être chez eux et qui étendent leur commerce sur ces espaces qui sont censés être piétonniers. En tout cas, c'est une particularité des villes et ça contribue aussi au charme de Taïwan. C'est beaucoup plus agréable que de marcher en plein soleil ou sous la pluie. Et donc ce gros sujet est débattu pour savoir si oui ou non il faut dans la législation se battre pour préserver ces arcades. Et là, l'article est pro-arcade carrément, hein. Les arcades ne sont pas responsables de l'enfer des piétons, dit même carrément l'article, car effectivement, c'est plutôt soit des mauvaises pratiques des habitants ou des commerçants ou voire tout simplement des passants ou des personnes qui vont se garer un petit peu, on va dire, à l'arrache, si on peut se permettre un terme comme celui-ci. Et là, l'article rentre sur plein de détails un petit peu juridiques, administratifs ou aussi de formes urbaines. Il y a des schémas. Donc, si vous lisez le mandarin, parce que c'est en mandarin, eh bien, c'est assez intéressant de voir à quel point cette question des arcades est au cœur des débats taïwanais sur l'amélioration des conditions de circulation dans les villes et que ça tourne comme ça sur cet élément, on va dire, architectural qui est pourtant, comme je le disais, un élément patrimonial et historique. On arrive déjà rapidement au terme de cette émission. Alors, comme vous le savez, dans les revues de presse, on termine par 2 éléments. L'architecture du mois et le livre du mois. Alors, l'architecture du mois, on va un petit peu triché, mais effectivement, c'est de l'architecture. En tout cas, c'est de l'infrastructure. Je vous invite à lire encore une fois un article de Commonwealth sur une découverte des merveilles écologiques du Sun Moon Lake, du lac du soleil et de la lune. C'est la retenue d'eau la plus connue, on va dire, de Taïwan, qui se trouve au centre de Taïwan. C'est une grande retenue d'eau où il y a aussi tous les ans un concours de natation très très intéressant à suivre. Et là, l'article revient sur les différentes merveilles écologiques qu'on peut trouver dans ce lac, dans cette retenue d'eau, qui est artificielle, effectivement. C'était construit il y a plusieurs années à Taïwan vous savez que Taïwan est une île qui est toujours en déficit d'eau pour sa survie, son fonctionnement notamment industriel ou encore agricole, et qu'il y a des retenues d'eau un peu partout en Taïwan. Et le Sun Moon Lake est l'un des, on va dire, des points de visite touristique
un petit peu incontournable quand on découvre le pays pour la première fois, eh bien, je vous invite à lire cet article pour découvrir aussi toutes les richesses écologiques qui existent autour d'une retenue d'eau à l'origine artificielle. Et on termine, je vous l'avais dit, avec cette fois-ci le livre du mois, qui est une lecture, à mon avis, essentielle si on veut comprendre les villes taïwanaises aujourd'hui. C'est un livre qui évoque, on va dire, ceux qui sont restés, si on pouvait le traduire comme ça. Ce sont des chroniques de vie de personnes âgées dans les zones rurales. Et donc, ça évoque le choix que vont faire certaines personnes d'essayer de rester le plus longtemps possible chez elles. Donc, le maintien à domicile, comme on pourrait le dire en français. Et pour éviter justement de se retrouver soit en maison de retraite, ce genre de choses. Et donc, c'est intéressant parce que, vous le savez, Taïwan a une population vieillissante. Le taux de démographie est l'un des plus bas au monde. Ça peut différer selon les indices. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la question du vieillissement et de la prise en charge des personnes âgées à Taïwan est une question cruciale. Et donc, ce livre, en mandarin, eh bien, évoque ça, ces chroniques de vie. Et ça permet à la fois de comprendre la situation, on va dire, de la société aujourd'hui et d'avoir aussi un regard sur la vie au sein des zones rurales. Donc, je vous invite largement à vous intéresser à ce livre si vous aimez les villes taïwanaises. Et nous arrivons déjà au terme de cette émission. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en Pratique pour Radio Taïwan International. Comme vous le savez, rendez-vous sur la page de l'émission pour plus d'informations. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre des petits likes et tout ce qu'il faut. Ça fait toujours du bien pour le référencement et pour partager un peu cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, que ce soit La Ville en Pratique ou RTF sur les relations Taïwan-France. Rendez-vous donc chaque mardi. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.